Alors, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode d'ASML Labs TV, j'ai le plaisir d'accueillir ma camarade Emma Soubrier, donc, qui est chercheuse associée à l'AGSIW, donc Arab Gulf States Institute in Washington, et qui est spécialiste notamment du Qatar et des Émirats. Donc, je vais avoir le plaisir de lui poser 3 questions sur ces 2 pays. Alors, première question, un peu d'actualité. Donc, en janvier dernier, l'Arabie Saoudite et notamment Mohammed Ben Salman, le prince héritier, a mis en scène la fin de la crise du Golfe en acceptant notamment la fin du blocus imposé au Qatar. Comment résumer finalement l'issue de cette crise du Golfe? Est-ce que le Qatar a finalement gagné dans la mesure où les conditions qu'on lui avait imposées n'ont pas été remplies? Je pense par exemple à la fermeture d'Al Jazeera. Ou est-ce que ce sont plutôt ses adversaires qui ont gagné dans la mesure où il faut s'attendre à une sorte de modération de la politique étrangère du Qatar? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, pour ce qui concerne la crise du Golfe, c'est une bonne question de se demander comment est-ce qu'on peut qualifier ce dénouement après 3 ans. Les deux possibilités soulevées se tiennent au sens où, en effet, comme ça a été souligné, le Qatar n'a pas rempli les 13 demandes. Donc, on peut comprendre qu'il puisse être qualifié en ça de partiellement victorieux, juste parce qu'il n'a pas, courbé l'échine face à la pression de ses voisins. On peut également considérer, puisque ça a été constaté, qu'en fait, pour tout un tas de raisons économiques notamment, le Qatar n'a pas pu continuer de soutenir autant qu'avant ses partenaires dans la région post-crise. Et donc, du coup, en ça, on peut considérer qu'effectivement, les opposants du Qatar ont coché quelques cases de ce qu'ils espéraient de cette crise du Golfe. Ceci étant dit, il me semble très compliqué de parler d'un gagnant véritable dans cette situation, puisque en réalité, c'est une situation qui a été assez désastreuse pour l'unité régionale, pour la cohésion régionale. Et, euh, et je pense que ça va prendre un certain temps pour les pays et pour les populations de recommencer à se faire confiance. Donc, en ça, on ne peut pas vraiment parler d'une victoire pour qui que ce soit, puisque la région, et notamment le Conseil de coopération du Golfe, a sérieusement pâti de cette situation pendant 3 ans. Euh, et ce que j'ajouterais par ailleurs, c'est que, pour nuancer un peu ce que je viens de dire, c'est que la seule silver lining, le seul point positif que je vois dans cette crise après 3 ans, c'est que ces divergences de positionnement et l'absence de cohésion du Conseil de coopération du Golfe de 2017 à début 2021 a empêché la mise en place d'un front vraiment très dur contre l'Iran que l'administration Trump aux États-Unis n'aurait pas manqué d'utiliser dans sa politique de maximum pressure, de pression maximale sur l'Iran. Donc, c'est un peu un à côté, mais c'est à mon sens un peu le seul point positif, c'est que ça a permis de ne pas complètement ça a permis de ne pas encore plus accélérer cette pression maximale sur l'Iran, puisque en créant des divisions au sein de ce qui aurait pu être un front uni contre l'Iran, ça a potentiellement évité une situation encore plus tendue dans la région. Très bien. Alors, tu as évoqué l'Iran, et effectivement, l'Iran faisait justement partie on va dire, des éléments qui expliquaient justement le blocus à l'encontre du Qatar. Et il y en a un autre. Il s'agit du soutien du Qatar, que le Qatar a apporté aux frères musulmans. Est-ce que les liens entre le Qatar et les frères musulmans sont aujourd'hui menacés? Est-ce que, par exemple, on peut dire que les
les frères musulmans aujourd'hui risquent d'être lâchés par leurs principaux parrains, que sont le Qatar et la Turquie? C'est une bonne question aussi. Après, je dois dire que je sais pas trop ce que ça voudrait dire que les frères musulmans soient lâchés aujourd'hui par le Qatar et ou la Turquie. Il s'agit de savoir sur quel terrain, de quel terrain on parle. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la région, ce qui me semble évident, c'est qu'en réalité, les frères musulmans, comparés à la situation dans laquelle on était il y a quelques années, on ne peut pas vraiment nécessairement les voir comme victorieux ou que ce soit, ou dans une position où ça pourrait leur faire vraiment défaut d'avoir un moindre soutien d'un de leurs parrains traditionnels. Je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, mais Si, si. ce que ce qui me ce qui m'apparaît dans la situation actuelle, c'est que, je voilà, pour répondre à ta question, je vois pas tout d'un coup de rupture officielle entre, le Qatar et les frères musulmans ou entre, la Turquie et les frères musulmans. Je vois pas de grand effet d'annonce, de lâchage, en bonne et due forme. En réalité, on est face à une situation où, il y a peu d'endroits où ils pourraient être, lâchés, au sens où ils ne sont plus autant qu'avant sur le devant de la scène de toute façon et où on est revenu à une situation où ils sont plus une force d'opposition, qui est un peu plus, pas complètement souterraine, ils sont beaucoup plus présents qu'avant, mais qui est pas suffisamment sur le devant des crises pour qu'il y ait un enjeu, à ce qu'ils soient, soutenus ou lâchés aujourd'hui. Très bien. Alors, il est une autre, on va dire, possible ou potentiel conflit qu'on n'a pas évoqué, parce qu'il n'est pas vraiment encore là. Je pense à la divergence ou aux divergences entre deux pays alliés, a priori, que sont l'Arabie saoudite et les Émirats. On voit bien que les Émirats sont un peu moins enclins on va dire, à défier les Iraniens. On voit un canal finalement de dialogue entre les Émirats et l'Iran. De son côté, l'Arabie saoudite est peut-être un tout petit peu moins encline ou moins agressive à l'égard des frères musulmans, on le voit notamment au Yémen. Est-ce que ces divergences euh, politiques peuvent aboutir à un véritable conflit ou plutôt à la fin de cette alliance entre les deux pays ou de ce qu'on appelle l'axe Riyad-Abu Dhabi? Bah, là encore, je dirais que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, jusqu'à y compris en début d'année dernière quand la situation était différente, où il y avait une présence beaucoup plus appuyée, par exemple, des Émirats arabes unis encore au Yémen, où il y avait, des clashs entre des groupes qui étaient soutenus par, les uns et les autres sur le terrain. Ce qui a fait craindre effectivement des dissensions au sein de cette alliance, qui pourraient se traduire par des ruptures plus nettes. Mais déjà à l'époque, ce qui me semblait le plus probable, c'est que ces dissensions, ces divergences de perception de menace numéro un seraient traitées derrière des portes closes, entre amis, et que quoi qu'il arrive, la convergence d'intérêts et leur alliance continuerait d'être célébrée. Je trouve ça intéressant, par exemple, de voir qu'y compris aujourd'hui, il me semble que c'était enfin, très très récemment, il y a eu une visite entre MBZ et MPS qui ont rappelé l'importance des liens entre les Émirats et l'Arabie saoudite. C'est c'est vraiment, à mon sens, la priorité de ces deux dirigeants, c'est de continuer à célébrer la cohésion entre leurs deux pays, en dépit des divergences d'appréciation de la menace, etc. Au-delà de ça, donc ça, c'était déjà valable quand le conflit, par exemple, enfin les dissensions sur le terrain, notamment au Yémen, étaient beaucoup plus flagrantes que la situation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ajouterais que, en réalité et ça répond aussi un peu à ta question sur la crise du Golfe et sur, la dynamique avec, le Qatar et la Turquie et les frères musulmans.
je dirais qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont tout en haut de l'agenda pour l'ensemble de ces États. Je ne sais pas nécessairement dans quel ordre, mais un des deux, c'est de faire face à la crise économique qui a été provoquée par la pandémie, le coronavirus. Donc en fait, tous ces pays, leur priorité stratégique aujourd'hui, c'est la reconstruction économique et vraiment la valorisation de leur économie, la diversification, etc. Ce qui relègue un peu au second plan les questions de positionnement stratégique des acteurs. La deuxième priorité, à mon sens, c'est de faire preuve de montrer sa bonne volonté à la nouvelle administration américaine, on évolue dans une région où il y a un certain nombre de cartes qui ont été rebattues de par le positionnement de la nouvelle administration américaine. Et donc, du coup, ça, là encore, ça relègue un peu en second plan les lignes qu'on a pu voir, notamment depuis 2017 en termes de convergence ou de divergence d'intérêts. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que l'ensemble des pays du Golfe semblent vouloir montrer leur bonne volonté et faire preuve d'apaisement dans la région. C'est d'ailleurs ce qu'on voit non seulement au sein du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi dans il semblerait des discussions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, entre les Émirats arabes unis et l'Iran, entre l'Arabie saoudite et la Turquie. Et donc, on voit beaucoup de choses qui sont en train de tranquillement évoluer vers davantage d'apaisement et de cohésion régionale. Et c'est très largement expliqué, à mon sens, par le nouveau positionnement américain. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et à une prochaine fois pour un nouvel épisode d'AS Malabs TV.